Un seul porte-avions suffit à modifier énormément le niveau de la puissance militaire d'une nation, et ces navires sont l'un des atouts les plus puissants dont une armée puisse disposer. Et en général, en vertu du droit international, les porte-avions peuvent légalement se positionner jusqu'à 22 km des côtes de n'importe quel pays. Il est clair que le pouvoir de placer une base aérienne militaire à quelques kilomètres de n'importe quelle côte du monde est énorme, surtout si l'on considère que 80% de la population mondiale vit à moins de 100 km de l'océan. Beaucoup de porte-avions sont capables de lancer des hélicoptères, mais seulement 19 porte-avions en service dans le monde entier sont actuellement capables de lancer des avions à voilure fixe, notamment la Chine, la Thaïlande, l'Inde, la Russie, la France et l'Angleterre en ont chacun un. L'Italie en a 2 et les États-Unis en ont 11. Les plus grands porte-avions nécessitent plus de 6000 personnes pour fonctionner et restent souvent déployés jusqu'à 1 an. Ce sont des véritables petites villes en mer. Les plus gros porte-avions comme le Charles de Gaulle de la marine française sont capables de lancer un avion toutes les 30 secondes. Cela signifie que pendant une brève période, lorsque le lancement des avions se fait à son rythme maximum, le porte-avions Charles de Gaulle devient plus fréquenté que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Si l'exploitation de ces navires de nos armées est un énorme avantage stratégique, elle représente également l'un de leurs plus grands défis opérationnels. Sur un porte-avions, l'arme offensive est son avion. Les porte-avions embarqués ont tendance à ne disposer que d'un petit nombre d'armes défensives, tels que les missiles sol-air et les mitrailleuses. Et à cause de ça, ces porte-avions sont de énormes cibles. C'est pour cette raison que les porte-avions ne voyagent jamais seuls. La plupart du temps, ils voyagent avec 5 autres navires, notamment un guide, 2 navires de guerre, un sous-marin d'attaque et un navire de ravitaillement. Le porte-avions est le navire amiral du Strike Group, ce qui signifie que dans sa zone de commandement, il ne contrôle pas seulement le porte-avions, mais aussi l'ensemble du Strike Group. La plupart des porte-avions n'ont pas besoin d'être ravitaillés régulièrement. Les 11 porte-avions américains et les porte-avions français sont tous à propulsion nucléaire, ce qui signifie qu'ils peuvent naviguer et parcourir des distances illimitées pendant 25 ans sans être ravitaillés. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est transporter suffisamment de nourriture qui est toujours nécessaire et du carburant d'aviation. Il serait inefficace et mettrait les porte-avions dans une position de vulnérabilité de devoir visiter un port toutes les quelques semaines pour se réapprovisionner, et particulièrement pendant les opérations de combat. Et c'est à ce moment-là où les navires de ravitaillement sont essentiels. Tandis que les autres navires restent en position, les navires de ravitaillement se rendent dans un port voisin pour y prendre du carburant, des munitions, de la nourriture et du courrier, puis retourne au groupe d'attaque. Et quand il revient, il tire des câbles entre le porte-avions et le navire de ravitaillement. Ces câbles sont utilisés pour tirer des tuyaux vers le porte-avions qui servent à transférer du carburant d'aviation. Pour le transfert de nourriture solide, il existe 2 méthodes. La première consiste à attacher des palettes à des câbles qui transportent la cargaison vers le porte-avions, comme une tyrolienne. La deuxième méthode, considérée comme la plus simple mais aussi la plus dangereuse, consiste à utiliser des hélicoptères pour prendre les palettes du navire de ravitaillement et les amener au porte-avions. Sur les porte-avions, les marins peuvent même commander des colis en ligne sur leur navire. Le courrier fait des merveilles pour améliorer le moral de l'équipage, et c'est l'avion C2 qui va chercher le courrier à chaque fois dans un pays allié. Mais le C2 n'a pas que ça comme mission, c'est en fait la cargaison la moins prioritaire. Les C2 sont indispensables pour l'approvisionnement en pièces détachées pour tous les avions du porte-avions et pour le transport des VIP, de la presse et d'autres personnes vers et depuis les porte-avions. Le C2 est à peu près de la même taille qu'un petit jet, un avion civil capable de transporter 50 personnes, donc c'est déjà assez grand. Le porte-avions le plus long du monde, qui se trouve être aussi le plus récent, est le USS Gerald R. Ford. Mais même lui ne mesure que 337 mètres de long. Dans les aéroports commerciaux, une piste de 1,5 km, comme celle du London City Airport à Londres, est considérée comme courte, alors que les grands aéroports, comme celui de Londres Heathrow, ont des pistes qui font plus de 3 km. Alors comment les avions sur les porte-avions peuvent-ils se contenter de seulement 330 mètres de long? Eh bien, ils ne le font pas. Ils décollent avec seulement 99 mètres d'espace. Tous les porte-avions français et américains utilisent un système de catapulte pour amener les avions à leur vitesse de décollage en 3 ou 4 secondes. Les autres, comme les porte-avions chinois et indiens, n'ont pas de catapulte et ne peuvent donc lancer que des avions plus légers et plus petits, capables de décoller sur une piste très courte. Tous les porte-avions ont un appui ou des câbles que les avions attrapent à l'atterrissage pour décélérer sur une courte distance. Ce qui se passe sur le pont est un chaos soigneusement organisé. Sur les porte-avions américains, comme sur beaucoup d'autres, le travail de chacun est facilement identifiable
par la couleur de sa chemise. Les chemises jaunes s'occupent de la navigation des avions autour du pont. Les chemises bleues sont les assistants des chemises jaunes. Ils conduisent les remorqueurs, font fonctionner les ascenseurs, délivrent des messages. Et les chemises rouges s'occupent de toutes les manipulations et du montage des munitions. Et les chemises violettes s'occupent du ravitaillement en carburant des avions. Les chemises vertes sont portées par quelques postes différents, notamment les équipages de lancement à la catapulte. Les chemises blanches sont également portées par un mélange de personnel, notamment ceux qui aident à l'atterrissage des avions et qui travaillent comme personnel médical. Enfin, les chemises brunes sont portées par les capitaines d'avion. Ce ne sont pas ceux qui vont piloter, ils sont individuellement chargés de superviser tout le travail de préparation d'un avion pour le vol. Le pont d'envol est un endroit très dangereux étant donné sa petite taille. Il est si petit que tous les avions ne peuvent pas y être en même temps. Mais bien sûr, juste en dessous du pont d'envol se trouve le hangar où un gros porte-avions peut transporter jusqu'à 100 avions. Des ascenseurs massifs amènent donc les avions du pont d'envol au hangar pour les stocker lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Environ 6000 personnes travaillent et vivent à bord de chaque porte-avions. Depuis la Seconde Guerre mondiale, certains ont commencé à s'interroger sur la place qu'occupent les porte-avions dans la guerre moderne. Tous les pays opérationnels, à l'exception des États-Unis, ont tendance à avoir à tout moment leurs navires en combat à l'entraînement ou chez eux. Les États-Unis ayant tendance à utiliser les porte-avions pour une quatrième fonction, la projection de puissance. Ce qui veut dire qu'ils sont là et toujours prêts à intervenir en cas de problème. En fait, en janvier 2017, c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y avait pas de porte-avions américains en déploiement. Même s'il n'y avait pas de porte-avions en déploiement, ils sont très rapides. Ils ont une vitesse maximale de 56 km/h, ce qui signifie qu'un porte-avions basé en Amérique se rend en Europe en une semaine seulement. Dans l'océan Pacifique, les États-Unis ont un avantage encore plus grand, puisqu'ils ont le USS Ronald Reagan basé à Yokosuka au Japon, d'où ils pourraient par exemple atteindre les côtes de la Corée du Nord en seulement 29 heures. Les porte-avions américains passent beaucoup de temps à parcourir les océans du monde entier, rappelant aux autres pays leur puissance. Cette situation a atteint un sommet en novembre 2017 alors que les tensions avec la Corée du Nord atteignaient leur paroxysme, lorsque 3 transporteurs américains se profilaient près des côtes coréennes. Avec leur énorme puissance, bien que les porte-avions représentent une cible énorme, surtout à l'ère des drones furtifs et des missiles précis, le naufrage d'un seul porte-avions pourrait entraîner beaucoup de morts, ainsi que la perte de 10 milliards de dollars en actifs militaires. En attendant, les États-Unis ont déjà reçu le premier des 10 nouveaux porte-avions d'une nouvelle classe de porte-avions, tandis que la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni ont chacun des porte-avions en construction. Donc on peut en conclure que malgré leur obsolescence possible, nous pouvons être sûrs que les porte-avions ne quitteront pas les océans d'aussitôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à t'abonner pour me soutenir, et beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Donc moi je te dis à la prochaine. Ciao.